Vous connaissez peut-être le dicton selon lequel rabbin, ce n'est pas un métier pour un juif. L'idée derrière le bon mot, c'est que la fonction rabbinique serait toujours de moindre valeur à côté de celle du chacham, du sage, de l'homme de l'étude désintéressé, qui serait moins exposé aux questions de pouvoir propres à tout clergé. Et pourtant, on se rend bien compte du caractère indispensable des rabbins, dès lors que se met en place un embryon de vie communautaire, ou que se présente à nous une naissance, une bar mitzvah, un mariage, un divorce ou un enterrement. En France, nous disposons d'une institution prestigieuse qui, depuis bientôt 2 siècles, constitue le creuset de toute carrière rabbinique et dont l'histoire reflète celle des mouvements de fond qui ont animé la présence juive dans notre pays. Mon invité du jour a assuré la direction d'un ouvrage publié aux éditions du Cerf et consacré à l'histoire du séminaire israélite de France. Bonjour, Yehuda Biti. Bonjour. Alors, vous êtes docteur en philosophie juive, maître de conférences à l'Institut Herzog en Israël, où vous avez fondé le département d'éducation juive. Ma première question est un peu personnelle. Vous avez quitté la France pour Israël il y a déjà plus de 40 ans. Pourquoi est-ce que vous vous tournez vers l'histoire du pays que vous avez quitté ? Eh bien, en fait, je me tourne vers cette histoire parce que l'histoire des Juifs de France a toujours été proche de mon cœur. J'ai grandi en France. Je suis un produit de l'école juive en France, de l'école Yavne plus précisément. Et déjà en classe de terminale, je sortais de certains cours pour aller consulter les vieux ouvrages d'histoire juive ou de philosophie juive publiés en France au XIXe siècle qui se trouvaient dans la bibliothèque de l'Institut Rachi à cette époque et pas très loin donc de l'école. C'est comme ça que j'ai rencontré pour la première fois des figures comme Samuel Cohen et les livres de prière traduits en français de Durlaché et d'autres. Et j'ai senti quelque chose de particulier. Mais lorsque, donc, en Israël, après avoir étudié plusieurs années en yeshiva et également à l'université, après être me spécialisé dans l'histoire de l'éducation juive, eh bien, ces dernières années, j'ai senti que je pouvais retourner vers ces ouvrages, vers ces personnages, avec un regard nouveau qui, d'un côté, vient du regard d'Israël, de mon expérience dans le domaine de l'éducation en Israël, mais également de connaissances accumulées depuis cette époque. Donc vous avez peut-être aussi emporté avec vous un petit bout d'histoire juive de France en Israël. Dans mon cœur, sûrement. Alors, en 1829, il se passe cet événement que la première école rabbinique est créée, instituée à Metz. Exactement. Il s'agit en fait même de la première école rabbinique en Europe. Lorsqu'on parle de séminaire rabbinique, qui est l'équivalent de l'école rabbinique, on pense souvent à l'Allemagne, comme les séminaires de Berlin, le séminaire du Rav Azriel Hiddelsheimer par exemple. Mais en fait, en France, c'est le premier séminaire à cette époque qui a été créé pour former donc des rabbins. Mais les Juifs avaient déjà des rabbins, jusque-là, ils étaient formés où ? Exactement. Le peuple juif, dans toutes ces communautés, en Europe comme dans les pays d'Orient, avait des rabbins. Mais comment est-ce que ces rabbins étaient formés ? Ou, présentons la question de façon différente, est-ce que les rabbins étaient formés ? Eh bien, en fait, un rabbin, à l'époque, c'est-à-dire il y a 200 ans dans la plupart des communautés, était effectivement un chacham, comme vous le disiez précédemment, un érudit, un sage, qui avait peut-être été proche d'un rabbin également de la communauté et avait appris sur le terrain, sur l'action, en regardant donc son maître, comment est-ce qu'il agissait, comment est-ce qu'il parlait aux gens, comment est-ce qu'il tranchait les conflits, avait appris le métier sur le tas. Évidemment, il y a un avantage, mais également un désavantage. Et qu'est-ce qui se passe là, alors, en ce début du 19e siècle, pour qu'on veuille institutionnaliser ça ? Pourquoi on ne continue pas comme avant ? En ce début du 19e siècle, les communautés en Europe changent. Si les communautés changent, le rôle du rabbin doit également changer. Le rôle du rabbin qui était précédemment, donc oui, l'érudit, mais qui se sert de ce savoir pour trancher des questions communautaires, est différent. En France, c'est le décret de Napoléon qui définit quelle est la fonction rabbinique, et la fonction du rabbin. Et quel est donc quels sont le rôle du rabbin. Il parle de l'importance du serment, qui doit être en français, c'est nouveau pour les rabbins français, c'est quelque chose de nouveau. Il parle de l'importance de la direction du culte. Ok, ça peut effectivement, peut-être que ça se passait déjà précédemment. Il parle également de l'organisation des cérémonies, vous en disiez tout à l'heure, mais précédemment, les rabbins ne s'occupaient pas des cérémonies comme la bar mitzvah ou même le mariage. Le mariage juif était célébré de façon beaucoup plus simple précédemment. Donc c'est une nouvelle définition du rôle du rabbin et donc il y a besoin d'une formation à ce rôle. Donc cette école est un enfant des réformes napoléoniennes. Exactement, de la même façon que les autres institutions fondamentales du judaïsme français, comme par exemple le consistoire israélite. Alors pourquoi à Metz ?
Pourquoi Metz? Parce que dans la première moitié du XIXe siècle, eh bien, Metz, c'est la communauté juive de France. Effectivement, il y a une petite communauté dans le sud de la France, il y a une communauté plus importante à Paris, mais qui est composée à 80-90% justement par ces juifs des territoires de l'Est de la France, de l'Alsace, de la Lorraine, de la Moselle, qui émigrent à Paris. Mais encore une fois, le département donc, de l'Est représente 80% de la communauté juive française. Et c'est le cœur intellectuel et spirituel du judaïsme français à ce moment-là. Exactement. Metz est le centre spirituel du judaïsme français. Metz plus que Strasbourg? Metz plus que Strasbourg, puisque les Juifs étaient interdits, pendant une longue période, interdits de résidence à Strasbourg. Metz, oui, il y avait une communauté importante, déjà lorsque Metz a été rattachée à la France, et des grands rabbins illustres dont les commentaires sont étudiés dans les Yeshivot en Israël, en Amérique, ont résidé à Metz et sont même enterrés à Metz. Shagat Aryeh, par exemple. Par exemple, exactement. Est-ce que vous allez enfin nous révéler le secret de pourquoi à Metz, on ajoute ce qui est toujours écrit en petit dans le livre de prière bloc, qu'il y a une bénédiction qu'on dit que à Metz? Je reconnais qu'enfant également, ça m'a toujours étonné. Mais qu'y a-t-il de tellement particulier dans cette bénédiction pour qu'à Metz, elle soit dite? J'ai appris la réponse qu'il y a quelques semaines, vraiment il y a quelques semaines, en disant qu'en fait, il y avait beaucoup de différences entre le rituel de prière de Metz et des autres communautés du côté à l'est du Rhin ou du côté à l'ouest du Rhin. Et donc, en fait, cette petite phrase « à Metz, on dit », ce n'est pas simplement « à Metz, on dit », mais c'était en fait par rapport à ce côté de la rive du Rhin. Ah, c'était en France? Exactement. D'accord. Mais ça montre bien comment Metz était le centre du judaïsme. C'est le judaïsme français. Du pays de Metz. Exactement. Alors, on apprend des choses effectivement incroyables dans votre livre sur ce sujet. C'est que le judaïsme est tellement alsaco-lorrain à ce moment-là, c'est qu'en 1842, le grand rabbin de France ne sait pas encore parler français. C'est étonnant, n'est-ce pas? C'est étonnant. Il parle quelle langue alors? Eh bien, il parle le judo-alsacien. Il parle le judo-alsacien. Les premiers rabbins français ne savaient pas tous parler français. Oui, on parle du chevalier de Colonia, qui était un rabbin très particulier, qui faisait partie du Sanhédrin de Napoléon, qui était un rabbin d'origine italienne, qui connaissait l'italien, qui connaissait le français. Mais la plupart des rabbins ne connaissaient pas le français. Mais donc à Metz, on parle encore judéo-alsacien, même si ce n'est pas l'Alsace, mais judéo-mosellan. Exactement. Et à Paris, les rapports du consistoire, les rapports officiels du consistoire sont rédigés en français, mais il se peut très bien, comme le supposent certains historiens, que les discussions n'avaient pas lieu en français. Je parle dans les années 1820-1830, que les discussions n'avaient pas lieu en français, mais en judo-alsacien. Alors en 1859, on avance dans l'histoire, cette école rabbinique déménage à Paris. C'est le signe de quoi ça? On pourrait dire que tout simplement, la communauté parisienne devient la communauté la plus importante. Il y a effectivement une forte émigration vers Paris et la communauté de Paris est maintenant la communauté la plus importante. Mais c'est qu'un côté ce n'est qu'une face de ce passage, puisque en fait, venir à Paris, ça veut dire également venir à la grande ville. C'est arriver à la grande ville. Venir à Paris, c'est côtoyer les grandes universités, c'est côtoyer les savants, c'est les autorités aussi. Les autorités, c'est côtoyer le monde de Paris à cette époque, dans cette deuxième moitié donc, du XIXe siècle, l'époque du Second Empire. Ça sera la belle époque. Pour certains rabbins de Metz particulièrement, il y avait une grande crainte pour ce passage. Parce que comment nos jeunes prétendants au rabbinat, entre 17 et 18, 19 ans, se promèneraient au jardin des Tuileries ou sur les grands boulevards, mais que verraient-ils là-bas? Est-ce que cela renforcerait leur foi dans leur sacerdoce? C'est la sortie du ghetto. Exactement. Alors justement, ça renvoie à un point très intéressant, j'ai trouvé ça très instructif dans cet ouvrage, c'est qu'il n'y a pas encore de judaïsme libéral constitué en France à ce moment-là. Mais c'est à l'intérieur du consistoire qu'on a deux courants. On a les plus conservateurs et les plus réformateurs. Ils se désignent eux-mêmes comme ça. Tout ça anime les courants consistoriaux. Le consistoire, c'est l'institution des Juifs de France. Il n'y a pas de possibilité d'être Juif de France en dehors du consistoire. Il n'y a pas de possibilité d'ouvrir par exemple une autre synagogue ou un oratoire en dehors du consistoire. Et il ne faut pas demander l'autorisation uniquement au consistoire, il faut demander l'autorisation aux autorités, puisqu'il s'agit en fait on parle tout au long du XIXe siècle, avant la loi de séparation de l'État et des cultes, et donc en fait,
Le consistoire est un organisme, est une administration de l'État. De la même façon, donc, le séminaire, qui était fondé précédemment, est un enseignement de formation qui est financé par l'État, pas par la communauté juive. De la même façon, les rabbins formés, les rabbins enseignants et les rabbins dans leur communauté sont des rabbins qui donc, reçoivent leur rétribution par l'État français. Donc, effectivement, à l'intérieur du consistoire, donc à l'intérieur du consistoire, c'est l'intérieur de la communauté juive de France, eh bien, toutes les aspirations, je préfère dire aspirations plus que courant, puisqu'il n'y a pas une réelle organisation selon ces aspirations, toutes les aspirations sont présentes et essayent de vivre ensemble. Mais il y a des débats assez vifs, par exemple. Par exemple, l'introduction de l'orgue, par exemple, la réduction des piyutim, qui sont les prières poétiques qui ont été rajoutées tout au long de l'histoire dans le rituel de prière. Par exemple, la cérémonie qui correspondrait pour les jeunes filles, qui correspondrait à la bar mitzvah. Toutes ces choses-là ont été effectivement à l'occasion d'un profond débat en 1856 à Paris, conférence des rabbins, où étaient représentés les différents rabbins de France, les différentes régions, certains plus conservateurs, d'autres moins. Certains même peut-être ont refusé de participer en craignant à nouveau donc qu'allait-il se passer, mais c'était toujours à l'intérieur du consistoire, à l'intérieur du judaïsme français. On avance dans le temps, fin 19e siècle, naissance, développement du sionisme. Est-ce qu'on est sioniste au séminaire israélite de France ? Écoutez, un des directeurs importants du séminaire, ils sont tous importants, mais le directeur qui était pendant la période de la Shoah, c'est pour ça que je pensais particulièrement à lui, Maurice Libert, était en même temps par rapport à son rôle de directeur au séminaire, était également un écrivain, un journaliste, a écrit rédigé beaucoup d'ouvrages historiques et également beaucoup d'articles donc, dans la presse juive de l'époque. Il a visité plusieurs fois Israël, il a donc laissé des récits par rapport à ce qu'il voyait en Israël, avec beaucoup d'optimisme d'un côté et une demande de la communauté juive d'aider à ce qui se passe en Israël. Comme l'Alliance israélite universelle, c'est-à-dire dans cette vision du judaïsme de France, qui est le judaïsme qui a réussi, qui est le judaïsme qui va en avant, sans effectivement que sa responsabilité est d'aider à ce qui se passe en Israël. Mais ça ne veut pas dire d'encourager... D'aider les gens qui sont là-bas, mais le projet sioniste aussi ? Exactement. D'encourager le projet sioniste qui va résoudre sûrement le problème de beaucoup de juifs, mais pas forcément le nôtre, juifs en France. Au séminaire, à cette époque, on est républicain, vous avez raison, mais on est républicain de nature. On se sent républicain. Ce n'est pas la peine de le dire, ce n'est pas la peine de le proclamer. Ça fait partie de notre raison d'être. Oui, enfin, il y a un enthousiasme, disons, encore propre à cette époque, où on exemple, associe la Révolution République... française, le centenaire de la Révolution française est célébré comme étant l'époque messianisme. Voilà. Mais il le croit, vraiment. Il le croit vraiment. Donc avec le sionisme, il y aurait peut-être une concurrence à ce moment-là, c'est ça que... Pas forcément. De la même façon que les différentes tendances étaient à l'intérieur, on disait tout à l'heure au point de vue religieux, et peut-être également par rapport à ça. Alors, je voulais prendre un moment pour s'arrêter sur la photo de couverture. Là, on est au sortir de la guerre, et il y a 17 personnes, 17 hommes, il n'y a pas de femmes au séminaire israélite de France, 17 hommes présents sur la photo, j'ai compté 2 kippotes et 2 bérets. Tous les autres sont tête nue. Comment ça s'explique, ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous dirais également que je ne l'ai pas remarqué précédemment. Ah oui ? Oui. J'ai eu l'occasion de voir plusieurs photos d'élèves rabbins, mais j'ai choisi particulièrement cette photo, pas par rapport au fait de kippa ou pas kippa, mais par rapport au caractère de cette photo. Lorsqu'on voit, en fait, bon, évidemment, elle est émouvante puisque c'est la première promotion qui s'est réunie au séminaire quelques mois après que Paris a été libéré, lorsque le bâtiment du séminaire 9 rue Vauquelin avait été occupé par les Allemands, lorsqu'il s'agissait de voir où ils sont passés les meubles, où sont passés les livres, essayer de réorganiser tout ça, et arrivent au séminaire des élèves rabbins précédemment au séminaire, qui ont ensuite été enrôlés pendant la guerre, arrivent au séminaire d'autres figures qui ont grandi pendant la guerre, comme par exemple le rabbin Jean Kling, qui se trouve là dans son uniforme des éclaireurs israélites, puisqu'il venait directement des éclaireurs israélites, ou bien également le rabbin Rosen, qui se trouvait là-bas, qui était un juif né de Pologne, rescapé des camps de la concentration, qui a débarqué à Paris directement des camps de concentration. On lui a dit, bon, ben, tu étais rabbin, va au séminaire, va là-bas. Et lorsqu'il est arrivé là-bas en ne parlant pas un mot de français, le grand rabbin Libert, on avait parlé précédemment, l'a accueilli, lui a dit, vous ne connaissez pas le français, eh bien, je vais vous mettre en binôme avec un jeune rabbin qui, lui, ne connaît pas la Gemara. Il va vous apprendre le français, vous allez lui apprendre la Gemara. C'était le rabbin Roger Kahn.
Puis on a d'autres figures hein, qui sont très évocatrices pour ceux qui s'intéressent au franco-judaïsme. On a le rabbin Max Warshawski, le grand rabbin Meir Jaïs sur cette photo. Et puis on a aussi des chercheurs comme Charles Toiti ou comme Simon Schwarzfuchs. Simon Schwarzfuchs ou Georges Weida. Exactement. Là, on est vraiment dans l'élite. Georges Weida enseignait au séminaire. Ouais. On a également. C'est pas exactement quelqu'un de religieux, Georges Weida. Oui, mais il enseignait au séminaire de la même façon qu'au XIXe siècle, à l'époque où le séminaire était le centre de sciences du judaïsme en France, à l'époque où les directeurs du séminaire israélite ont fondé la revue des études juives, qui est la revue principale des études juives en France, qui continue jusqu'à nos jours, à l'époque où les rabbins élèves du séminaire écrivaient des articles donc, pour la revue des études juives, eh bien, certains enseignants également n'étaient pas juifs à l'intérieur du séminaire. Ils enseignaient les langues anciennes, ils enseignaient les civilisations anciennes, ils enseignaient la philosophie, ils n'étaient pas juifs, on ne voyait pas un problème de la chose. Alors justement, je voulais qu'on s'intéresse à qu'est-ce qu'on étudie, qu'est-ce qu'on enseigne au séminaire. C'est un livre très documenté, ça fait partie de ce qui est très précieux dans cet ouvrage. On a là le programme des études de 1860. En 1860, on enseigne la Bible, le Talmud, la théologie, la philosophie juive, l'histoire des Hébreux, la littérature grecque et latine, l'histoire de la philosophie, un cours d'éloquence, exercice de prédication, l'histoire ancienne et moderne, le chaldéen, le syriaque et l'arabe et le chant liturgique. Est-ce qu'on en est encore là aujourd'hui? Non, vraiment pas. On n'en est pas là par rapport aux matières qui sont enseignées, mais on en est là, oui, également aujourd'hui par rapport à l'esprit qu'il y a derrière la chose. Puisque, en fait, ce qui est enseigné, le programme d'études au séminaire, n'est pas un programme d'études universitaires qui se concentre sur différentes disciplines en rassemblant les savoirs nécessaires ou les savoirs fondamentaux de ces disciplines. C'est un programme de formation. Donc, ce qu'il y a derrière ce programme, c'est la question, quelle est la fonction du rabbin? Comment est-ce qu'on va former un rabbin? Le premier programme, le programme originaire, avant ce programme, était un programme qui était beaucoup plus classique, qui était composé surtout de matières juives, comme précédemment à Metz, un peu de Bible, beaucoup de Talmud, de la loi juive, mais qui avait rajouté également la langue française, puisque c'était donc quelque chose de nouveau. Ce programme essayait donc de créer un rabbin qui représente la synthèse voulue du judaïsme français, patrie et religion. Patrie et religion, c'est quelqu'un qui représente cette symbiose désirée. Le deuxième programme que vous venez de citer est le programme qui a été ensuite élaboré en 1960 et qui a continué jusqu'à la fin du 19e siècle. C'est un programme qui veut mettre l'accentuation sur les sciences du judaïsme, sur ces savoirs qui sont nécessaires, pas forcément pour les citer dans le sermon de Shabbat, du Shabbat à la synagogue, mais qui sont nécessaires pour comprendre de façon scientifique les textes anciens. Derrière ce programme, il y a une image différente du rabbin. Maintenant, c'est le rabbin qui est un érudit dans les savoirs juifs, entre guillemets, et également dans les savoirs propres du monde juif, qui sont à l'origine donc des savoirs qui ne sont pas du judaïsme. Ce rabbin n'est pas simplement la symbiose comme précédemment, le citoyen, l'israélite français. Ce rabbin est maintenant un érudit qui est respecté par sa communauté parce qu'il est respecté par la communauté scientifique. C'est donc différent. Et ça a changé. Et ça a changé, évidemment. Aujourd'hui, on ne demande plus aux rabbins de connaître le grec, le latin, le syriaque, le chaldéen. Non, mais aujourd'hui, on rajoute beaucoup plus de cours de psychologie, d'accompagnement social. Aujourd'hui, on donne beaucoup plus de place au practicum. Le practicum, c'est-à-dire en fait mettre en place les savoirs qui sont théoriques. Conformément aux évolutions de la société, en fait. L'école rabbinique évolue en fonction des évolutions sociétales. Oui, là vous touchez donc un point fondamental qui n'est pas simplement par rapport à l'école rabbinique, mais qui est par rapport en fait à l'école en soi. Ouais. L'école en soi, c'est en fait le champ de rencontre entre le social d'un côté, le savoir d'un autre côté, et tout ça se passe à l'intérieur de l'école. À l'intérieur de l'école, on prépare aujourd'hui le demain des enfants ou de la communauté. Et c'est ce qui se passe également au séminaire. Alors pour essayer de donner un peu de chair à tout ça, je voulais qu'on prenne deux exemples de figures qui ont marqué l'histoire du séminaire israélite de France, celle de Lazar Vogue et celle d'Emmanuel Chouchna. En quoi est-ce que ces deux figures sont-elles emblématiques des mouvements de fond qui traversent le judaïsme français? C'est un très bon choix. Effectivement, ce sont des figures passionnantes. Lazar Vogue est un jeune rabbin puisqu'il est né qui vit au séminaire. Il a commencé ses études au séminaire à Metz comme pensionnaire extérieur à l'âge de 14 ans.
Il est né en 1816, sa famille habitait Fontainebleau, petite communauté juive au début du 19e siècle à Paris. Mais vu ses capacités intellectuelles, il est envoyé justement à Metz pour étudier au séminaire. Et Lazare Vogue est décédé à Paris, je crois en 1894 ou quelque chose comme ça, et il a enseigné pendant 50 ans au séminaire. Et puis il a traduit le Pentateuque, il a traduit la Torah. Et Lazare Vogue était effectivement très impliqué dans l'écriture. Peut-être même un peu plus dans l'écriture que dans les relations humaines, puisque voilà un élève du séminaire qui est un rabbin rapidement reconnu, avec des capacités intellectuelles qui sortent de l'ordinaire, mais qui ne sert pas la communauté dans la communauté en tant que rabbin communautaire. À part quelques années, je crois, au début à Phalsbourg. D'accord ? Donc mais par contre, c'est quelqu'un qui écrit. Alors il a traduit le Pentateuque, mais ce n'est pas tout. Lazare Vogue également était le rédacteur en chef d'un des deux journaux les plus importants du judaïsme français, l'Univers israélite. Il était rédacteur en chef pendant des dizaines d'années. Il représentait un peu le courant conservateur dont on avait parlé précédemment. Oui. Et un de ses ouvrages très intéressants est, par exemple, il s'appelle Le Guide du croyant, qui est en fait un livre qui veut présenter la prière juive, en expliquant la prière juive, et également en traduisant certaines prières fondamentales et en rajoutant. Mais dans l'introduction, et je vais citer ça parce que c'est vraiment donc la figure de Lazare Vogue, ça, il dit à travers la prière juive, on va apprendre le judaïsme. Donc c'est ça l'enseignant, c'est celui qui dans chaque texte dit, je vois un potentiel par rapport au savoir juif qu'il me semble, en tant que rabbin, être nécessaire. Lazare Vogue. Et Emmanuel Chouchnat, Emmanuel est-ce qu'il se distingue alors ? Emmanuel Chouchnat, nous parlons du premier directeur du séminaire d'origine séfarade, et directeur du séminaire israélite dans les années 70 et 80, et qui est une figure de l'enseignement en séminaire, oui, mais également une figure représentative du rabbinat français, puisqu'il était, avant d'enseigner au séminaire, il était rabbin d'une communauté dans le quartier de Belleville. Il a accueilli donc les Juifs d'Afrique du Nord. Il était également rabbin de la communauté de la rue Vauquelin au sein du séminaire. Et nombreuses sont les personnes qui sentaient un lien particulier avec cet homme qui savait parler à chacun et qui d'un côté était considéré comme une autorité rabbinique, puisqu'il y avait également des fonctions importantes dans le domaine de la cacheroute, mais également pouvait s'asseoir le Shabbat après-midi avec des animateurs du mouvement de jeunesse communautaire, s'asseoir par terre, les jambes croisées, et puis ensuite, après Shabbat, prendre sa guitare et chanter avec eux. Ce n'est vraiment pas Lazare Vogue, mais oui, il y a une continuité dans cette figure de le rabbin au service de sa communauté. Alors c'est très enthousiasmant ce que vous décrivez là, mais on a l'impression que ces dernières années, ces dernières décennies, l'école rabbinique, le séminaire israélite de France, a traversé une crise, que c'était moins porteur. Alors je voudrais reprendre l'expression que vous avez dit tout à l'heure en parlant du judaïsme fragmenté. Est-ce que c'est le séminaire qui, ces dernières années, a trouvé une crise, ou bien c'est le judaïsme français qui se trouve en crise? C'est le judaïsme français qui est peut-être plus fracturé dans ses différentes tendances, qui ne sont pas simplement représentatives de courants spirituels, mais qui sont vraiment donc des institutions différentes, où ceci ne parle pas forcément à cela. C'est peut-être aussi les institutions qui sont en crise, c'est-à-dire que les gens, quand ils veulent aller étudier, ils vont au Beth Midrash, en yeshiva, et ils ne se tournent pas forcément vers la grande institution juive. Exactement, exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, les rabbins français sont encore tous formés au séminaire israélite ? Je crois qu'il faudrait formuler ça un peu différemment. Est-ce que tous les rabbins français qui sont en exercice dans des communautés en France sont un produit du séminaire? La réponse est non. La réponse est non. De la même façon que toutes les communautés aujourd'hui en France ne sont pas des communautés consistoriales. L'employeur, entre guillemets, du séminaire, c'est en fait les consistoires. Et donc, il faudrait voir ce qui se passe à l'intérieur des communautés consistoriales. Est-ce que là-bas, tous les rabbins sont effectivement été formés au consistoire? Vous dites qu'il faudrait voir, vous ne l'avez pas fait? Non, je ne l'ai pas fait. Vous vous êtes arrêté en fait à l'époque contemporaine? Je me suis arrêté à l'époque contemporaine. Ça reste un livre d'histoire du passé, pas du temps présent. C'est un choix, effectivement, c'est le choix de l'auteur, c'est le choix de l'historien qui demande à regarder le passé pour comprendre le présent, mais qui reconnaît également qu'il nous manque un certain recul pour mieux comprendre le présent. Donc, je laisse la suite à ceux qui viendront après. C'est un outil instructif et particulièrement riche. Merci beaucoup,
Yehuda Biti, et j'invite tous les internautes à se plonger dans cette histoire du séminaire israélite de France, publié aux éditions du CERF. Merci et à bientôt pour de nouvelles émissions.